Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui revient très souvent euh, chez les problématiques des entrepreneurs, c'est celle de l'association. Faut-il ou non s'associer? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est toujours pertinent? Et est-ce que c'est toujours la bonne façon de s'entourer? On va voir que ce sont des questions essentielles qui mérite voilà, qu'on s'y penche. Alors, chez Melchior, on y réfléchit souvent. Et donc là, je vais faire une petite synthèse à partir également de mon expérience. Donc, la présentation s'appelle Les mauvaises raisons de s'associer ou plutôt les bonnes raisons de ne pas s'associer. Faut que tu fasses le partage de l'écran. On ne voit pas ta présentation. Voilà, impeccable. Voilà. Alors, donc l'association, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet qui revient très souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients entrepreneurs. C'est un motif, enfin, c'est une source de problèmes euh, importante. C'est vraiment très fréquent et c'est très grave, en fait. Ce sont toujours des problèmes euh, qui, euh, qui arrivent en tête de liste des priorités. Ce sont des problèmes qui sont souvent masqués par le temps, qui n'apparaissent pas tout de suite dans la vie de l'entrepreneur, mais qui prennent de l'importance et de la gravité avec le temps. Donc c'est aussi important de s'y pencher même quand on n'a pas encore ce genre de problème, parce que ça permet de gagner du temps. C'est aussi l'intérêt d'avoir recours à des conseillers Melchion, hein, c'est de capitaliser sur toute cette expérience qu'on voit et qu'on a vue depuis tant d'années. Et donc, on peut vous faire remonter tous les problèmes que posent des mauvaises associations au bout de quelques années. En fait, ce qu'il, le point central, c'est que le fait de détenir du capital, c'est un vrai métier. Et comme le dit bien un associé fondateur de Melchion, Tristan de Viaris, que vous connaissez, euh, c'est un peu comme au poker. Il y a les amateurs de la détention de capital, c'est-à-dire les entrepreneurs, les néophytes. Il y a les expérimentés, ceux qui ont déjà monté plusieurs entreprises et qui savent de quoi ils retournent. Et puis, il y a les professionnels, les joueurs professionnels, et eux, ce sont donc les détenteurs de capital professionnel, ce sont évidemment les investisseurs en private equity, en capital, les fonds d'investissement. Et au poker, vous voyez bien la différence qui peut exister entre un amateur, quelqu'un qui a de l'expérience et un professionnel. C'est vraiment, on ne joue pas dans la même cour. Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que il y a une certaine doxa, un certain prêt-à-penser sur, sur la thématique de l'association. Les gens pensent que en fait il y a des règles d'or et donc on va essayer un petit peu euh, de voir en quoi c'est pas toujours la solution qui va dans le sens de l'entrepreneur. Et puis, je vais donc parler en fait, de mon expérience en tant que conseiller de confiance d'entrepreneur, en prenant quelques cas d'études. En gros, pour schématiser, trois grands cas qui reviennent très souvent. Le premier cas, c'est ce que j'appellerais l'associé collaborateur.
Donc l'associé collaborateur, la logique de vouloir associer un collaborateur, c'est souvent de se dire, bon, ben, je suis au début de l'entreprise, j'ai besoin de ses compétences, de ce collaborateur, mais je n'ai pas de quoi le payer sous-entendu à sa juste valeur, sa valeur de marché. Et en même temps, j'ai envie de le fidéliser, de l'intéresser euh, et de le motiver. Et donc, je te donne des actions euh, en échange de cette motivation euh, et de ce manque à gagner, finalement. Le problème, c'est que les actions, surtout au début, en fait, elles n'ont de valeur que quand la société se vend. Et en réalité, c'est assez rare qu'une société se vende. Il y a de multiples aléas. Euh, et donc, c'est vraiment loin d'être sûr. Et puis, l'autre façon aussi d'en retirer une rémunération, d'avoir ses actions pour le collaborateur, c'est éventuellement la distribution de dividendes. Mais là aussi, quand on est au début d'une société, c'est vraiment très hypothétique. Euh, Sujet à beaucoup d'aléas. C'est rarement avant 20 ans. Euh, et donc, finalement, en fait, cette logique qui pousse à s'associer à un collaborateur fait que le collaborateur, on le paye un petit peu en monnaie de singe. C'est-à-dire que, bon, c'est du papier, c'est une promesse, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaite? Parce qu'en fait, que veut le collaborateur? En fait, ce qu'il veut, fondamentalement, c'est être reconnu pour sa juste valeur. C'est-à-dire qu'en fait, si, admettons qu'il vaut 50 sur le marché et qu'on lui dit, bon, bah, je te paye 20 et je te paye des actions, euh, il va vouloir donc combler ce manque à gagner. Il va vouloir être payé, en fait, 50. Et puis aussi, il y a un autre moteur chez le collaborateur qui vient vous rejoindre, c'est avoir un job où il se sent bien. Bon. Et, en fait, on peut réfléchir à d'autres façons finalement que de lui donner des actions qui comblent davantage ses souhaits que devenir euh, coactionnaire. On peut par exemple déterminer avec lui une somme à lui payer plus tard. C'est-à-dire que bon, tant qu'à lui vendre du vent, entre guillemets, ou de la monnaie de singe, ben, on peut lui dire ce que je te dois, ce que tu vaux, ben, je te le paierai dès que ce sera possible. Et non pas quand je vendrai la boîte ou quand il y aura des dividendes. Euh, et en gros, dès qu'on fait du profit, eh ben, il y a une part de ce profit qui sera allouée à ta juste rémunération et au rattrapage de tout ce que tu n'as pas gagné pendant toutes ces années où tu as travaillé pour euh, les beaux yeux de la princesse. Mais donc on se met d'accord en fait sur une façon de rémunérer et de rattraper tout ce qui n'a pas été touché à partir du moment où la société le peut. Et ça, c'est presque, c'est vraiment plus concret en fait, et ça peut combler cette reconnaissance et cette volonté d'être payé à sa juste valeur. On peut ensuite, euh, évidemment, trouver d'autres façons de partager la valeur créée. Et là, je renvoie, c'est un sujet qui a été largement abordé par Jean-Christophe et par Melchion. Il y a une très bonne vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle Partage de la valeur créée avec les collaborateurs. Mais là, on va être sur des systèmes qui permettent d'avoir une part de la valeur créée sans avoir finalement voix aux décisions de l'entreprise. Et on peut aussi avoir imaginer cette fameuse clause Bill Gates qui permet, lorsqu'on vend finalement la société, disons dans les 10 ou 20 ans, garantir aux collaborateurs une sorte d'option qui fait qu'il touchera
une partie de cette vente comme s'il avait lui-même des actions, mais sans qu'il en ait. C'était finalement une clause contractuelle. Euh, En fait, le danger de l'associé collaborateur, c'est que lui, si on associe un collaborateur, il va pas être content parce que ce qu'il souhaite, c'est toucher les fruits de son travail. Euh, et donc, les actions permettent rarement en fait de toucher les fruits de son travail, et en tout cas, rarement de le toucher à court ou moyen terme. Et puis, quant à l'entrepreneur, lui, il n'est pas content de s'associer à un collaborateur. On le voit hein, à travers les cas qu'on étudie et les entreprises qu'on conseille. Et parce que l'entrepreneur se dit, au bout d'un certain temps, ben, je n'ai pas affaire à un associé, il n'est pas autonome, il ne se comporte pas comme un associé, il se comporte comme un collaborateur, il veut simplement un confort et il se repose sur moi pour que la société lui apporte ce confort. Et donc, il y a clairement, au bout de quelques années, et ça peut même aller une fois euh, que les premiers temps sont passés, un désalignement. Et les risques sont grands parce qu'un collaborateur qui reste alors qu'il ne fait pas le job pour lequel il est entré ou pour ce il ne fait plus le job, mais simplement parce qu'il a des actions, c'est malsain. Et puis s'il part et qu'il garde ses actions avec lui, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une part de votre personne morale, juridique qui part et donc une part de votre capacité d'action, de contrôle qui va partir à l'extérieur et sur laquelle vous allez euh, justement finalement ça vous enlève une partie de la maîtrise de de votre action, de votre destinée. Donc et puis on peut se retrouver évidemment dans des cas de figure de blocage où ces collaborateurs qui ne sont plus dans la société, évidemment, ne participent plus au projet commun. Euh, le cas numéro 2, c'est l'entrepreneur, le co-entrepreneur. Donc celui qui, comme nous, est passionné comme l'entrepreneur par ce projet. Et alors, on va décider de s'associer. Donc la logique de l'associé entrepreneur, c'est ben, on va additionner finalement nos forces, nos compétences, nos réseaux, et puis on va pouvoir démultiplier ainsi notre puissance, je dirais, entrepreneuriale. Mais le gros problème qu'on voit, et là encore, on ne le voit pas tout de suite, évidemment, mais au bout de quelques années, c'est que en fait, il ne peut pas y avoir deux capitaines sur le même bateau. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon d'aller à la catastrophe et d'aller droit sur l'iceberg. Pourquoi? Parce qu'en fait, que veut l'autre entrepreneur? Eh bien, en fait, on va rappeler ici la définition qu'est-ce qu'un entrepreneur, en tout cas pour nous chez Melsion, c'est quelqu'un qui a un besoin impérieux de liberté et également, conjointement, un besoin impérieux d'achievement, de réalisation permanent. Bon. En fait, il ne peut pas mettre sous le boisseau ces deux besoins. Donc, en fait, l'entrepreneur avec qui vous allez vous associer, en réalité, il veut fondamentalement autre chose que vous, c'est qu'il veut maîtriser sa propre destinée et en aucun cas la lier à quelqu'un d'autre. Euh, et donc, il veut être vraiment l'acteur de sa vie, de sa croissance, de son développement, de ses réalisations. Euh, S'associer, c'est vraiment un lien très fort, c'est une corde, et on ne peut plus faire un mouvement sans l'autre. Euh, et du coup, en fait, il faut trouver le bon ressort, c'est-à-dire en fait lui permettre de développer son business à lui. Alors, l'idée qu'on a eue ensemble, bah, peut-être qu'elle peut en fait se matérialiser sous la forme de deux entités juridiques unies par un contrat commercial, où chacun serait maître chez lui. Donc, ça peut. En fait, il faut décomposer finalement la chaîne de valeur de l'idée. Par exemple, d'un côté, il y en a un qui s'occupe de la fabrication, de la prod et de l'approvisionnement, et puis l'autre a une entité qui va s'occuper plus de la commercialisation, du marketing, de la distribution. Voilà.
Et en fait, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple d'écrire un contrat que d'essayer d'écrire des statuts, euh, des statuts d'une société ménageant la chèvre et le chou, les intérêts de chacun. Là, au moins, chacun est dans son... En fait, l'idée, c'est de décomposer la chaîne de valeur pour qu'il y ait deux bateaux. Voilà. Et ces deux bateaux, eh bien, naviguent de conserve quand les vents sont favorables, mais puissent, en fonction euh, des conditions et surtout de la volonté du capitaine, de prendre des chemins, de se séparer quand ils le veulent et de se rapprocher. Voilà. Donc. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de partage du capital fait que chacun est maître chez lui. Euh, Parce que le risque de s'associer à un autre entrepreneur, bon, bah, pour l'associer, en fait, ce qu'il souhaite, c'est aller là où il le souhaite et le faire à sa manière. Alors, parfois, c'est possible dans certaines entreprises, quand on arrive vraiment à séparer deux fonctions, deux départements qui vraiment ne se marchent pas dessus, mais c'est rare. Et en fait, c'est un peu comme si on avait réussi à recréer deux business dans un seul. Donc, finalement, c'est plus clair de le faire de façon formelle. Et puis, quant à l'entrepreneur, celui qu'on conseille, l'entrepreneur, bah, lui, il n'est pas content pour exactement les mêmes raisons, parce que ce qu'il souhaite, c'est d'aller là où il le souhaite et le faire à sa manière. Donc, au début, à un moment donné, ça peut concorder, puisqu'on s'est rejoint sur une idée commune, mais évidemment, les circonstances changent, la conjoncture évolue, et donc, le risque, c'est vraiment d'aller vers un conflit ouvert. Et puis deux personnes qui travaillent ensemble parce qu'elles sont obligées de le faire, ben, en général, ça finit très mal et ça peut aller jusqu'à au dépôt de bilan et à la perte totale de la valeur. Le troisième cas auquel on... Alors, c'est un cas un peu qui est décliné, qui est un peu la combinaison des deux autres, là, ce que j'appelle l'associé expert. Euh, L'associé expert, c'est un peu comme l'associé collaborateur plus l'associé entrepreneur dans la partie besoin de liberté. La logique, c'est bon, bah, on va additionner nos talents et puis je vais te rémunérer en action. Euh, et là, donc, on se retrouve avec les mêmes problématiques que le collaborateur. C'est qu'en fait, eh bien, il n'a pas un comportement d'associé et en fait, il veut surtout être rémunéré à sa juste valeur, que ses compétences soient reconnues. Et puis, par ailleurs, l'expert, c'est quelqu'un qui rejoint l'entrepreneur dans sa dimension besoin de liberté, c'est quelqu'un qui veut être indépendant. Et donc, lui proposer l'association, en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Euh, et dans ce cas-là, il faut mieux partir sur un contrat de prestation euh, donc extérieur, donc un contrat commercial comme celui qu'on proposerait à un entrepreneur, plus euh, une rémunération future basée sur les profits de la société, comme ce qu'on pourrait proposer à l'associé collaborateur. Donc ça, c'est l'associé expert. Ensuite, il y a aussi une autre déclinaison qui est l'associé cofondateur, first follower, vraiment celui qui a suivi, qui a fait confiance dès le départ et qui devient le pilier. Alors, on peut très bien être reconnu comme un cofondateur, un pilier d'une entreprise sans avoir de part du capital. Là aussi, c'est une collaboration particulière avec euh, des options préférentielles et une part définie du profit qui peut lui être allouée. Mais dont il faut un petit peu euh, se garder et qui est un peu dans la doxa, c'est qu'un cofondateur est toujours un actionnaire. Non, un cofondateur peut être un salarié important, considéré comme tel, reconnu comme tel, mais pas actionnaire. Le troisième grand cas, c'est l'associé financier. Donc là, la logique, évidemment, c'est j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de son argent, et je le rémunérerai plus tard grâce à la valeur qu'aura prise mon entreprise. Ça, c'est bon. Le problème, c'est que l'associé financier, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est il veut s'assurer de faire un bon investissement. Donc, son objectif, ça va être de négocier des conditions qui lui permettent de reprendre la main
au cas où l'entreprise ne va pas dans la direction souhaitée. Donc ça s'appelle le pacte d'actionnaire. Et le pacte d'actionnaire, ça traduit en fait une sorte de tentative de réconciliation d'intérêts qui ne sont pas évidemment tout le temps en phase, parce qu'il y en a un qui est dans une logique financière, et cette logique financière, elle va nécessairement, en fonction des événements, entrer en conflit un jour ou un autre avec la logique de l'entrepreneur qui n'est pas justement que financière. Euh, L'associé financier, ce qu'il veut, c'est donc ce contrôle, donc c'est des modalités de gouvernance, alors plus ou moins évidemment exigeante en fonction du rapport de force et puis de l'argent qu'il met, mais fondamentalement, c'est cette idée que il veut pouvoir avoir son mot à dire, approuver le budget, approuver la stratégie, approuver certains investissements, certaines dépenses importantes. Alors, au début, ça peut paraître pas grand-chose, couler de source et tout, mais en fait, qu'est-ce qui se passe le jour où il n'approuve pas le budget? Où il n'approuve pas telle dépense qui pourtant est essentielle? Ben, la boîte se retrouve évidemment bloquée. Et puis la deuxième chose que veut l'associé financier, bah, c'est revendre au mieux ses actions. Donc c'est aller vers une cession qui lui permette de gagner sa vie. Euh, mais évidemment, il voudra pas vendre en tant que minoritaire, en fait, parce que il sait que la société a une valeur en tant, si on vend tout. Et donc, il va y avoir un certain nombre de clauses dans le pacte d'actionnaires qui vont mettre la pression sur l'entrepreneur pour vendre, pour tout vendre. Voilà. Et donc, évidemment, il y a des désaccords qui vont naître, d'où la notion de bad liver, de good liver. C'est l'idée que soit on s'entend, soit on s'entend pas. Mais ça veut bien dire que il y a une forte chance qu'on ne s'entende pas. Euh, et alors, ça, c'est le financier, je dirais, professionnel de fonds d'investissement. Il y a aussi le financier non professionnel. Donc ça peut s'apparenter aux friends and family. Mais c'est pas parce qu'il y a une exigence apparemment moindre que le risque est moindre, parce qu'il y a un fort risque que ça se passe mal également. L'idée étant que les amis, au bout d'un certain temps, quand l'entreprise se développe, disent, bon ben maintenant ça marche bien, la société, tu te payes, et moi j'ai besoin d'argent par ailleurs pour financer tel ou tel projet. Et donc ça peut occasionner des incompréhensions, des frustrations. Or, évidemment, ben, la société, elle est pas liquide. On ne peut pas vendre les actions facilement. Et donc, les amis qui ont mis de l'argent se retrouvent un peu avec le sentiment d'avoir été piégés. Alors, malheureusement, on- ça occasionne souvent des conflits. Et on n'a pas envie de perdre ses amis. Et donc, là, on peut essayer d'aller vers un moyen de l'idée, c'est de trouver un moyen qui permette à l'associé financier finalement de gagner son pari financier, mais sans partager le capital, sans cette notion de on est lié, on est associé. Donc comment faire en sorte que cet associé financier gagne son pari financier? Ben, on peut lui proposer, par exemple, plutôt que des actions, des obligations, donc des obligations convertibles qu'on va lui rembourser et qui vont lui permettre de doubler ou de tripler sa mise. On peut lui proposer, plutôt que des actions normales qui donnent droit à des droits de vote, des actions de préférence qui donnent uniquement droit à des distributions de dividendes obligatoires jusqu'à ce qu'on gagne 2 ou 3 fois la mise de départ. Et on peut revenir également sur cette clause que j'évoquais tout à l'heure, la clause de Microsoft qui garantit que si la société un jour se vend, et ça, c'est pas mal pour les friends and family. Si la société un jour se vend, eh bien, on lui garantit qu'il touchera peut-être 50% de ce qu'il aurait touché s'il avait eu des parts de capital pour ce prix. Voilà. Euh, oui, parce que le risque de s'associer à un financier, bah, c'est que donc cet associé-là ne soit pas content parce que ce qu'il souhaite, c'est vendre à un moment donné et pour réaliser sa plus-value. Et l'entrepreneur, du coup, va se dire, mais ce n'est pas un partenaire, enfin, c'est un ennemi parce qu'il veut agir contre.
contre ce que je crois bon pour l'entreprise. Euh, donc, pour conclure, je dirais que la détention du capital n'est pas forcément un outil pertinent et en fait est très rarement un outil pertinent d'association. C'est assez contre-intuitif et c'est en ça qu'on sort un peu de la doxa. Euh, c'est important pour un entrepreneur d'être bien entouré, mais c'est pas forcément la meilleure façon de s'entourer que de s'associer. Je le redis en conclusion, la détention de capital, c'est un métier. Et quand on est entrepreneur néophyte, on ne comprend pas tout de suite toutes les implications. Et donc, c'est très important, en fait, en gros, de rester maître de son destin. Et pour rester maître de son destin, il faut garder, dans la mesure du possible, la totalité de son capital. En fait, il faut toujours se demander ce que veut la personne avec laquelle souhaite éventuellement s'associer. En fait, quel est son ressort? Qu'est-ce qui la motive dans son envie de travailler avec vous? Est-ce que c'est la reconnaissance euh, de sa valeur, de sa compétence? Est-ce que c'est un secteur, une entreprise qui lui plaît, motivante? Est-ce que c'est le fait de maîtriser lui aussi sa destinée, d'accomplir sa destinée? Est-ce que c'est le fait de gagner de l'argent, l'appât du gain? Et à chaque fois, il faut essayer de trouver un moyen de répondre à cette attente, de miser sur ce ressort autrement qu'en cédant une partie du capital. Parce que finalement, le capital, c'est l'identité même, en fait, c'est la translation juridique de la personne même de l'entrepreneur. Et en cédant du capital, vous désintégrez les chances de réussite. Et donc, chez Melchior, en tout cas, on considère que dans la mesure du possible, un capital, ça ne se partage pas. La valeur, elle, se partage, oui, mais le capital, dans la mesure où c'est la personne même, la capacité de gestion de son propre destin, ça, ça ne se partage pas. Euh, et évidemment, ces sujets-là, si vous voulez les approfondir, les creuser, si vous êtes dans des phases où vous souhaitez éventuellement racheter vos minoritaires ou alors dans une phase de rachat d'une société, eh bien, on peut vous aider chez Melsion. N'hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous, on aura des solutions pour retrouver la maîtrise de votre capital et ainsi pouvoir mener de la façon la plus efficace possible l'entreprise pour votre bien en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour le bien de tous vos parties prenantes, collaborateurs, financiers. euh, et tous ceux qui apportent de la valeur à l'entreprise. Voilà, si vous avez des questions. Merci Adrien. Alors, Frédéric trouve que l'analogie avec le poker lui semble pertinente par rapport à son expérience, de même que toutes les catégories de propriétaires. Il y retrouve les bénéficiaires et les inconvénients qu'il a pu rencontrer. Donc, il y a manifestement l'expérience de Frédéric, qui n'est pas tout jeune, semble rencontrer parfaitement ce que tu nous as décrit. D'accord. C'est très intéressant en fait, tu vois, de faire cette synthèse sur un sujet qui est très large, qui est enfin, l'entrepreneur à qui on dit tous les jours de s'associer. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces conseillers de l'entrepreneur qui disent non, mais il faut pas partir tout seul? Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben, on peut leur dire que il faut, évidemment, il ne faut pas partir tout seul. Euh, il faut s'entourer de talents, euh, il faut s'entourer de bonne volonté, il faut embarquer des gens dans son aventure, mais il faut essayer de trouver autre chose que le capital pour Et en fait, pour ça, il faut aller décortiquer ce qui fait leur motivation.
Et parce que on s'aperçoit qu'au bout de 3, 4, 5 ans, finalement, vous a réuni au début n'a plus vraiment de raison d'être. Donc il faut se garder une part de flexibilité. Or, l'hôpital, c'est l'association, c'est beaucoup plus difficile de rompre presque une association capitalistique qu'un mariage. C'est il y a très souvent des situations très complexes avec des gens qui partent en burn-out, en dépression, parce en fait, ce sont de vraies impasses. Parce que personne ne veut vendre, on veut pas perdre sa mise, donc on reste dans des relations, ça transforme des relations amicales en relations toxiques ou professionnelles en relations vraiment délétères. En revanche, il existe plein de moyens, de modalités de collaboration pour agréger des talents, des compétences, des fonctions à son projet entrepreneurial. Est-ce qu'on a des questions? Par exemple, je prends un cas qui- en ce moment, une entreprise, bon, clairement, aujourd'hui, il y a un des associés fondateurs qui se comporte beaucoup plus comme un, un expert et qui souhaite en fait réaliser rapidement une plus-value parce qu'il estime que jusqu'à présent, il n'a pas touché la juste rémunération. Et en plus, il a beaucoup de mal à assumer le fait d'être à un poste de management. Mais en fait, il se sent obligé de continuer parce qu'il a une part du capital. Euh, et finalement, euh, c'est ni ce qu'il souhaite, ni ce que souhaite l'entrepreneur. Donc, alors qu'au début, c'était tout à fait légitime parce il a apporté une technologie euh, et ça pouvait avoir du sens, apparemment. Mais en fait, l'agrégation de compétences avait du sens, mais pas le partage du capital. Donc là, on était dans le cas de l'associé expert. Euh, Aujourd'hui, finalement, ce qu'il souhaiterait, ben, c'est toucher une partie des fruits de son travail, mais comme personne ne veut vendre, ben, il est coincé. Donc là, il faudrait, par exemple, que l'entrepreneur puisse lui proposer un dédommagement, enfin un rachat de parts, non pas au prix du marché, mais un prix qui lui permette de faire, par exemple, une plus-value, avec éventuellement une clause à la Bill Gates, si jamais il vend la société à Google dans les 10 prochaines années, lui garantir qu'il touchera une partie. Bon. Mais le fait de le sortir du capital, ça va libérer à la fois le collaborateur qui, qui aura finalement se sentira beaucoup plus libre et heureux d'avoir réalisé une première plus-value. Et puis l'entrepreneur, lui, retrouvera bah, les manettes, n'aura plus à chercher l'approbation de sa stratégie par quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision de l'entreprise. Alors que Frédéric dit, c'est vrai que l'origine du besoin, malencontreusement comblée par la distribution du capital, vient souvent du démarrage qui est impécunieux, opaque, dont l'échec est fréquent. Alors on dit 80% d'échecs à 5 ans, le capital est une mauvaise réponse simpliste qui apparaît clairement dans cette synthèse. Effectivement, je pense que c'est ça le message important que tu apportes, Adrien, il faut sortir de la simplification ou plutôt de la, de l'absence de subtilité de la réponse, je vais donner du capital. Bah, Marine, en fait, là, on est en train de dire quelque chose d'assez
contre-intuitif qui va vraiment contre la doxa entrepreneuriat, c'est en fait, en gros, s'associer, c'est bien. Bah, nous, on est en train de dire que s'associer, c'est pas bien. Mais on ne dit pas que c'est pas bien parce que on n'aime pas l'idée de partager l'aventure. On dit que c'est pas bien parce que ça va pas, en fait, dans l'intérêt de l'aventure. Oui, Marie? Marine. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. C'est très intéressant ce que tu disais sur la doxa parce que, enfin, sur l'expérience que j'en ai pour le moment, les premières personnes qui demandent aux entrepreneurs que j'accompagne de s'associer, c'est les investisseurs. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un espèce de lien dans cette doxa entre plusieurs éléments parce que, bah, par exemple, quand les entrepreneurs commencent à faire des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, programmes, que ce soit en émergence ou en accélération, on va leur proposer de faire des événements de pitch devant des investisseurs, etc. Donc, même avant que les entrepreneurs réfléchissent à la possibilité de faire une levée de fonds, et à partir du moment où ils commencent à pitcher devant les investisseurs, et ben c'est là qu'on commence à leur dire, mais oui, mais c'est super ton projet, mais tu es tout seul dessus. Quand même, il faudrait une équipe. Et derrière ce, il faudrait une équipe, bah, apparemment, ils entendent des associés. Ils n'entendent pas forcément une équipe au sens propre, quoi. Il faut que ce soit des associés. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai fil à tirer là-dessus. Et que quand on ouvre la porte, bah, il y a tout qui vient avec. Et ça, d'ailleurs, ça me questionne beaucoup parce que je vois pas tellement l'intérêt pour un financier de pousser à l'association, sachant comment ça se termine en général et l'impact que ça peut avoir sur l'investissement qu'ils font. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Excellente question et réflexion. Jean-Christophe, je te laisse éventuellement prendre la main sur ce sujet. Mais il y a une grande partie de ce que font les investisseurs qui a pour origine leur expérience. Leur expérience, c'est-à-dire leur mauvaise expérience. Tous les moments où ils se sont retrouvés face à un entrepreneur qui a voulu leur imposer sa volonté, bonne ou mauvaise, mais il se trouve que c'est ce que fait l'entrepreneur. Il cherche à être en contrôle de sa destinée et donc à dire non, non, mais vous avez peut-être une autre explication et une autre raison, mais moi je pense que celle-là est la bonne. Et la volonté, enfin, finalement, les investisseurs, ce qu'ils disent, c'est nous qui apportons l'argent, et donc ce serait normal qu'on ait un minimum de pouvoir sur la question. Et quoi de mieux que de diviser pour mieux régner? Donc, ils se sont aperçus que régulièrement, ils se retrouvaient avec pas d'autre choix parce qu'on a un entrepreneur et il est super essentiel à la boîte et on ne peut pas le mettre dehors. Mais si on a une équipe, on peut arriver à le mettre dehors et les deux autres vont compenser. Alors, c'est pas aussi bien, mais en tout cas, ça permet d'aller dans la direction qui nous paraît essentielle, et etc. Donc, je pense qu'il y a une grande partie qui est dans cette idée de sauver l'entreprise de son entrepreneur, parce que financiers, on sait ce qui est bon. On Ouais, je a... pense qu'il y a bien beaucoup de cette idée de rapport de force. Euh, un entrepreneur seul est beaucoup plus fort que, une, qu'un capital atomisé, en fait. Euh, et un capital atomisé donne le pouvoir à celui qui a l'argent. Alors que un capital unifié inverse le rapport de force. Donc, ouais, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a une influence des investisseurs sur ce sujet, ne serait-ce que parce que ils ont beaucoup d'argent, ils ont une, euh, une action en relation presse importante, qu'ils ont une action auprès des écoles importante. Il ne faut pas oublier que la chaire d'entrepreneuriat, aussi bien de Harvard que de l'INSEAD ou de Stanford, c'est financé par des investisseurs. Et donc,
ça a très certainement une teinte sur les enseignements, une teinte sur les décisions qui sont prises, hélas, hein. L'argent corrompt.